Bonjour, chers visionneurs YouTube. Le balado que vous êtes sur le point d'écouter a été construit pour être une expérience audio seulement. Je vous invite à télécharger en version MP3 le podcast en prenant le lien dans la description ici-bas ou vous rendre sur premiervisionnement.com. Le balado est aussi disponible sur tout distributeur de balado-diffusion. Bonne écoute! Excuse me, Mr. Hunt. Would you like to watch a movie? Bienvenue au podcast Premier Visionnement. You don't understand me, I'm telling you this top secret. Aujourd'hui, on couvre un film de la franchise Mission Impossible. This is not mission difficult, Mr. Hunt. It's mission impossible. Difficult should be a walk in the park for you. Votre mission avant de commencer à écouter le podcast est d'écouter le film proposé aujourd'hui, car on va le spoiler complètement. If the secretary wanted me out of there, it must be pretty bad out here. Bonne écoute. President has initiated Ghost Protocol. Bienvenue à Sydney. Aujourd'hui, on parle de Mission Impossible 2, sorti en 2000 et réalisé par John Woo, avec Tom Cruise, Thandie Newton, Dougray Scott, Ving Rhames, John Paulson, Richard Roxburgh, Brendan Gleeson, Raid Serbedzilla et Anthony Hopkins. Je suis Mathieu et dans la quête de la construction d'un héros, il faut avoir qu'est-ce que chaque héros a de besoin, un podcasteur qui parle de toutes ses aventures. Alors, bienvenue dans la rétrospective de Mission Impossible. On est rendu au deuxième épisode. Cette semaine, je suis tout seul. La semaine passée, William m'avait accompagné. William va revenir probablement la semaine prochaine quand on va parler de Mission Impossible 3. Mais pour cette semaine, ben, vous êtes pris avec moi. Si des fois vous voulez entendre qu'est-ce que moi et William ont à dire sur Mission Impossible, le premier, ben, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous allez trouver un lien direct là, pour toute la franchise de Mission Impossible sur le site internet. Dans le passé, j'ai couvert des fois avec un invité, là, Christophe Lassens du podcast Fantastica. La franchise des James Bond, tous les 28 films là, dans cette franchise-là, ben, ils ont été couverts, fait que vous allez avoir des liens pour cette franchise-là, ainsi que d'autres franchises similaires comme la franchise des John Wick, qui n'est pas nécessairement un film là, d'espion, mais dans le genre action. Puis comme la franchise aussi des Die Hard, donc vous pouvez vous rendre sur le site internet du podcast premiervisionnement.com, puis en même temps, ben, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook et ou Twitter. Alors après le succès du film de 1996 Mission Impossible, la production, le côté production, il faut juste faire différencier les choses là, Tom Cruise et Diana Wagner, qu'eux autres avaient créé là, leur production, puis ils avaient sorti avec Mission Impossible, fait que ça a fait un succès colossal. Ils ont eu comme un peu une carte blanche pour pouvoir faire un prochain film là, dans la franchise de Mission Impossible. Dans le fond, entre-temps, ils ont quand même produit un film là, qui s'appelle Without Limits, qui est sur l'histoire de le créateur de Nike, là, en tout cas, je n'ai pas vu le film, là, mais en tout cas, il a été quand même bien reçu. Point de vue critique, mais en fait là, de réception monétaire, ben, ça a été vraiment un énorme flop. Mais par contre, ça c'est en 1998, c'est un film qui avait été fait pour 25 millions, puis qu'il a récolté là, seulement là, 777 000. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a une perte d'à peu près 24 millions là-dedans, mais c'est quand même il y avait quand même le feu vert là, pour quand même pouvoir dépenser beaucoup plus pour le film de Mission Impossible 2. Le premier film avait été fait sur un budget là, de 80 millions, puis le deuxième, ben, on la verra finalement là, il va coûter là, 125 millions à faire, puis il va récolter encore plus. Mais dans le fond, ce qu'il voulait faire quand même avec le premier film, c'est d'essayer de faire un gros film d'action. Ce qu'il pouvait pas parce qu'il était limité par le budget. Puis le deuxième, ben c'est ça lui donnait la chance là, de pouvoir un peu là, élaborer sur l'action. Fait qu'ils sont allés voir le réalisateur là, John Woo, que lui venait juste de faire le film là, Face Off. Il a fait un film par la suite, là, Jack Black. Je me mêle avec l'acteur puis le jeu Black Jack qui mettait en vedette là, Dolph Lundgren qui est mal reçu, mais en tout cas le film là, de Face Off avec Nicolas Cage et John Travolta, c'est un succès là, de l'époque. Mais c'est ça, c'est un réalisateur qui venait de Hong Kong, qui avait produit beaucoup de films là, avec genre Jackie Chan ou Chow Yun-fat.
Puis éventuellement, ben, c'est ramassé là, à faire des films là, américains là, en 1993, en commençant avec le film là, avec Jean-Claude Van Damme, La Cible, Hard Target. Puis il a fait aussi un autre film là, avec John Travolta, là, Broken Arrow. Puis c'est ça, c'est dans le fond, là, on était là, dans la carrière de M. Woo. Mais il faut s'entendre que M. Woo, là, ça faisait pas loin de 30 ans qu'il était en arrière de la caméra. Pas juste en tant que réalisateur là, dans divers parties, là, mais ça faisait quand même là, vraiment longtemps là, qu'il était en arrière de la caméra pour la création d'un film. Puis finalement, ben, c'est ça, rendu là, on l'avait engagé là, parce qu'on avait besoin là, d'un film d'action. Où ce que, dans le fond, Tom Cruise, supposément, c'est lui qui l'a approché directement. John Woo décrit que Tom Cruise, en l'approchant, ben, il a quand même mentionné là, qu'il voulait avoir une saveur différente là, à chaque film. Fait que il n'y avait pas vraiment besoin là, de se baser sur le premier film là, qui était quelque chose de totalement différent. C'était la motivation quelque part là, de Tom Cruise là, de pouvoir faire un film différent puis qui peut se démarquer là, à chaque film. Monsieur Wu va avoir produit un film là, qui dure, tout dépendant là, des sources, là, entre 3 heures et 3 heures et demie. Puis, dans le fond, la cote était un rated R, qui est, dans le fond, là, un film de Mission Impossible. Là, il demande plus un PG-13, que je sais pas exactement l'équivalent au Québec. Là, c'est-tu quelque chose comme un film de 16 ans en violence versus un film là, de 13 ans en violence ou 13 ans, en tout cas, peu importe. Puis, c'est ça, à quelque part, ben, il a été mis il était pas capable là, de faire un film un peu plus court. Donc, la Paramount et la compagnie de production Cruise Warner, ben, ils ont comme viré là, le réalisateur du film pour pouvoir faire là, la version là, qu'on va parler aujourd'hui. Mais tout de même, peu importe ce que je pense du film aujourd'hui, j'aimerais ça pouvoir zioter là, cette version-là là, de 3 heures, 3 heures et demie, voir un peu les différences. Ça se sent un peu qu'il y a des coupures, mais en tout cas, on va en parler tantôt. Mais c'est ça, il n'y a rien là, qui laisse suggérer que cette version-là existe, là, qu'il y a une manière là, de pouvoir visionner là, cette coupure-là du film. Alors, le synopsis, selon IMDb, l'agent du IMF, Ethan Hunt, est envoyé à Sydney pour trouver et détruire une maladie génétiquement modifiée appelée chimère. Fait que le film, c'est pas mal un film standard là, d'action. Ça va être pas mal une histoire d'amour englobée là, de pas mal là, d'effets spéciaux. Et surtout, beaucoup d'explosions. Quand on écoute le commentaire audio là, de John Woo, lui, il va dans le fond souvent parler là, aussi là, du bon et du méchant. Dans le fond, là, en parlant là, de la chimère, puis le vaccin Bellérophon. Puis c'est ça dans le fond que c'est comme un peu le mal et le bien. Dans le fond aussi on a pas mal les opposés avec Ethan Hunt et Sean Ambrose. Tout est pas mal là, en fait là, d'antipodes. Puis peut-être à partir de là aussi on pourrait quand même ajouter là, le fait là, de ce que j'ai parlé tantôt. Juste de comme créer quelque chose là, qui comme suite qui est vraiment là, comme quelque chose là, pour se différencier du premier film. En même temps, ben, pouvoir se placer là, à l'époque qu'on était là, en l'année 2000. Si mettons on se compare aux franchises là, de James Bond, dans le fond là, on avait toujours Pierce Brosnan là, qui était l'acteur qui incarnait là, l'agent secret britannique. Puis dans le fond, là, il était rendu là, entre son 3e et 4e film. On venait de sortir Le Monde ne suffit pas en 1999. Puis ça va prendre un autre 3 ans là, pour avoir le prochain film, là, Meurt un autre jour ou Die Another Day, qui était en 2002. Fait que dans le fond, on n'avait pas là, de concurrence directe là, en fait là, de style ou de catégorie là, d'agent secret. Là. Mais tout de même, on va voir dans le film aujourd'hui là, qu'il y a quand même un peu d'influence de James Bond dans le film d'aujourd'hui, en étant là, juste un agent secret contre toute une organisation. Puis tu sais même quelques petits peut-être des clins d'œil ou en tout cas des affaires là, qui ont été un peu influencées là, on va en parler un peu tantôt là, des petites affaires que je trouve que on a déjà vu là, dans des films de James Bond. Puis en même temps ben c'est ça, c'est dans l'armée là, en version là, 2000.
Alors, le film, je l'ai vu au cinéma, comme j'ai mentionné la semaine passée, comme tous les films de Mission Impossible, je les ai tous vus au cinéma. Puis lui, dans le fond, là, ça va peut-être être un des premiers DVD que j'ai acheté. Je pense que c'était le deuxième. Là, en tout cas, c'est un ou l'autre. Là. J'ai un disque de Metallica qui est très fameux. Puis ce film-là, je pense, là, pendant un certain temps, là, je pouvais écouter sur mon DVD là, qui devait coûter genre 300$ à acheter à l'époque. Puis j'avais juste 2 films. Fait que ça marchait en boucle. Là, puis ça fait que c'est probablement le film de Mission Impossible que j'ai vu le plus souvent. Que j'ai comme vraiment là, tout écouté, là, tous les making-of, tous les bonus là, à l'époque. Là. Je ne les ai pas réécoutés là, pour le visionnement d'aujourd'hui. Là. Je me suis juste contenté là, du commentaire audio. Mais c'est ça, j'ai comme un côté nostalgique sur ce film-là par rapport là, à ce temps-là que dans le fond, là, je n'avais pas vraiment les moyens là, de pouvoir m'acheter là, un film par semaine. Mais en tout cas, j'avais les moyens là, de me payer un lecteur Blu-ray qui m'a pas mal vidé, mais sinon là, je suis rendu à quelque chose de comme peut-être là, pas loin de ma 20e écoute là, du film aujourd'hui. Là. Alors, le film ouvre avec le docteur Nekorovitch là, qui est comme il fait la narration là, du début du film. Il nous explique là, que dans le fond, on a la bactérie là, de la chimère qui a été construite là, dans les laboratoires là, de Biosite. Puis que dans le fond, lui, il a réussi à trouver là, l'antidote à ça, l'antivirus ou le vaccin. Là, en tout cas, je choisissez le mot que vous voulez. Là, c'est sûr que vaccin, je suis un petit peu tanné d'entendre ce mot-là là, en 2023. Plus tard, on va comprendre là, que McCloy, lui, dans le fond, il a créé la chimère, puis après ça, ben, dans le fond, là, pour pouvoir faire une genre d'épidémie, puis après ça, arriver en héros avec le vaccin là, de Bellerophon, au Bellerophon, en tout cas que ça se peut que des fois là, je manque les syllabes là, pendant le podcast, mais ce vaccin-là, ben, c'est ça, dans le fond, là, il va pouvoir, pouvoir faire un peu d'argent là, avec ça là, par la suite. Là, bien sûr, je mêle pas là, dans mes. Qu'est-ce que je vais dire là? Je parle pas du tout là, de COVID là, puis des affaires de même. Là, c'est quelque chose que j'ai toujours choisi au podcast là, de ne pas vous mêler là, ces affaires-là. Mais tu sais, d'un côté, on peut quand même regarder là, avec qu'est-ce que ça a fait avec la COVID. Puis, dans le fond, commencer à avoir un antivirus, tout ça. Puis, en tout cas, peu importe, là, comme j'ai dit, je veux pas mêler ça. Puis, tu sais, dans le fond, là, avec des pensées, là, puis, tu sais, commencer à embarquer là, dans toutes sortes de conspirations là, de ça. Là, tu sais, je parle vraiment là, juste du film. Là, puis, dans le fond, juste qu'on peut quand même regarder là, qu'est-ce que un virus là, dans la réalité là, pourrait faire. C'est sûr que la chimère, là, c'est genre en dedans de 32 heures. Là, tu sais, à quelque part, là, ça a juste comme pas de sens. Là, c'est comme vraiment trop vite. Là, même un antivirus qui arrive, puis que, tu sais, je veux dire, t'es infecté, puis, tu sais, le temps que tu te fasses, que tu ailles le line-up pour avoir ton vaccin, ben il y a des grosses chances qu'il soit un petit peu trop tard. C'est comme juste vraiment trop vite. En même temps, peut-être là, que le but là-dedans, c'est d'injecter tout le monde, je veux dire, puis de ne pas être infecté, là, tout simplement, qui ont déjà l'antivirus là, dans leur corps, déjà au départ, là, avant d'être infecté. C'est peut-être un peu la mentalité là-dedans. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, là, Nekorovitch, ce que je peux comprendre, c'est qu'il veut apporter là, le Bellerophon à l'équipe là, de IMF. Puis, dans le fond, lui, il va avoir le virus en lui. Pour pouvoir le sortir là, des laboratoires de Biosite. Puis, dans le fond, dans sa valise, il va avoir le Bellerophon. Puis c'est ça, dans le fond, là, il va pouvoir, je sais pas quoi exactement, là, pouvoir arrêter là, la propagation là, de la chimère, ce qui est probablement le plan là, de McCoy éventuellement. Donc, il va faire appel à l'équipe là, de l'IMF, l'Impossible Mission Force. Je sais pas c'est quoi exactement en français, là, je veux dire toujours l'IMF, qui vont envoyer Ethan Hunt, c'est ce qu'il va demander, dans le fond, que Ethan Hunt soit là. Fait que on va avoir notre introduction là, de Tom Cruise en l'agent à Ethan Hunt, encore une fois.
Sauf qu'il ne sera pas Ethan Hunt. Dans le fond, ça va être Sean Ambrose qui va être sous couverture. Dans le fond, c'est là qu'on va avoir un peu là, le jouage avec les masques qu'on avait vu un peu là, dans le premier film. Là, mais on va jouer avec ça là, énormément là, dans le film aujourd'hui. Peut-être que dans le fond, là, c'est un peu là, un clin d'œil aussi au film Face Off avec Travolta et Nicolas Cage qui était le film là, pourquoi qu'on a engagé John Woo. Dans le fond, on est en train là, de juste comme mettre un peu là, cette idée-là là, de face-off, peut-être encore plus avec de visibilité. C'est sûr que ça existait beaucoup là, dans l'univers de Mission Impossible, mais c'est ça un petit peu là, l'idée là, de changer d'identité avec les deux personnages là, dans le film de Face-Off que j'ai pas revu là, depuis un bon bout. Là. Je l'ai vu là, qu'il est tombé genre en vidéocassette là, à l'époque, là, peut-être 2-3 fois, là, mais c'est tout. Là, j'ai pas revisité là, depuis au moins une vingtaine d'années là, ce film-là. Mais c'est ça, on va apprendre là, que l'équipe là, de Ambrose a finalement là, pris contrôle de l'avion, puis que dans le fond, ils vont détruire l'avion en se sauvant avec la valise là, que Nekovic avait. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, d'après ce qu'on peut comprendre, là, c'est qu'il comprenait pas que qu'est-ce que dans le fond il s'en venait chercher. C'est ce que je peux déduire à la toute fin du film. Il n'y avait vraiment aucune idée là, que dans le fond, il devait avoir au moins là, avoir le corps de Nekovic avec ce qui contenait là, le bellérophon pour pouvoir faire quelque chose avec ça. Là, dans le fond, ils vont, je pense qu'ils vont endormir toute l'équipe, l'équipage, puis tout, dans le fond, là, les passagers. D'après ce que je peux comprendre, là, parce que dans le fond, là, il y a comme un copilote qui est endormi, puis dans le fond, il se réveille un petit peu, là, il est pas mort, en tout cas, c'est parce que c'est juste une question de juste, est-ce qu'il tue tout le monde? Ben, tu sais, éventuellement, tout le monde meurt à cause du crash de l'avion. Mais est-ce qu'ils vont vraiment injecter quelque chose là, de létal dans le système là, d'oxygène là, dans les masques? C'est toujours quelque chose que je me suis comme posé comme question, mais c'est ça, quelqu'un y pense là, juste le copilote qui se réveille, comme je l'ai dit, ça sert absolument à rien là, dans le fond, parce que tout le monde meurt à la toute fin. C'est vraiment atroce là, qu'est-ce qu'ils font là, en bout de ligne là, de tuer un avion plein de passagers, puis qu'en même temps, ben, c'est comme s'ils savent pas exactement c'est quoi qui va chercher. En pensant que plus tard, ils vont savoir quand même là, qu'ils ont le bel front, mais exactement comment il est arrivé là sur place, il va l'expliquer un petit peu là, le docteur Nekovic quand il va parler là, à Ethan Hunt, à Sean Ambrose, qui va être assis, il va dire qu'il y a les deux, mais le docteur Nekovic, il garde quand même ses réservations en disant que tout, il fait comme allusion, comme si tout est là. Dans la valise, mais dans le fond, c'est ça, il a besoin de lui aussi. Là. Fait que c'est tout ça un petit peu là, qui va induire en erreur Ambrose. Puis dans le fond, là, c'est pour ça qu'ils vont penser qu'il va avoir juste la valise. Alors, le personnage là, de Sean Ambrose, joué par Doug Gray Scott, que j'ai pas vu ben dans grand chose. Honnêtement, là, je trouve que c'est un bon personnage en tant que tel. Là, puis même l'acteur fait bien sa job dans le film aujourd'hui. En tant que tel, plusieurs années plus tard, là, en 2003-2004, où ce qu'on est en train là, de faire le recasting là, pour l'agent secret James Bond, c'était à une époque un des acteurs là, qui était dans les finalistes là, pour devenir le nouvel agent secret. Si maintenant il aurait été l'agent secret James Bond, je sais pas si j'aurais été vraiment en arrière de ça. Là, c'est sûr que en même temps, rendu là, la franchise de Mission Impossible là, devient comme un peu le concurrent à James Bond, puis pourquoi que dans le fond là, on aurait eu les deux en tête dans le fond de confrontation, puis que qui était clairement le méchant, puis dans le fond on pouvait regarder que c'est Mission Impossible qui a gagné là, sur la dualité, mais c'est sûr que si maintenant on aurait Tom Cruise dans un film de James Bond, ça serait l'inverse, on s'entend, mais juste en voyant ça, j'avais toujours trouvé ça un petit peu bizarre. Là. Il y a un certain temps là, que c'était ça la rumeur, que c'était Sean Ambrose. J'avais embarqué là-dessus, là, mais en tout cas, c'est ou Doug Gray Scott, là, son vrai nom. Là. Mais c'est ça, en tant que tel, j'ai pas de problème du tout là, avec son interprétation là, du personnage là, de Ambrose.
Rose. Il y a son équipe là, qui est avec lui aussi. Là, il y a comme son henchman, là, son bras droit, là, Hugh Stamp, que lui, dans le fond, c'est un peu là, sa conscience terre à terre. Je pense que j'aime mieux Hugh Stamp. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de plus avec ce personnage-là. L'acteur, je l'ai pas vu dans ben d'autres choses, là, à part qu'il faisait là, Dracula là, dans le film de Van Helsing, là, de film de 2004 là, avec Hugh Jackman. Mais je trouve qu'il y a un petit peu plus de présence en tant que tel. Je pense qu'on aurait plus quelque chose là, à faire avec ce personnage-là. Puis, en tout cas, c'est sûr que l'histoire est tellement montée pour que ça soit Ethan Hunt versus Sean Ambrose que de tous les autres personnages, là, ils valent à peu près rien. Là. Au montage initial, on devait avoir la séquence là, de générique là, à cet endroit-là, mais finalement, on l'a déplacé là, où ce qu'il est présentement, là, après là, avoir vraiment l'introduction là, de Ethan Hunt. On a, dans le fond, là, j'aime vraiment là, la manière là, qu'on a fait ça, là, puis je pense que c'était vraiment le meilleur choix qu'on devait faire là, à partir de là, avec où ce que l'avion à l'écrase là, dans les rocheuses, puis que dans le fond, là, on se ramasse là. Beaucoup plus loin là, dans l'Utah, où est-ce qu'on a l'introduction là, de Ethan Hunt, je vais dire 2.0, parce que c'est clairement pas le Ethan Hunt qu'il y avait là, la semaine passée, où est-ce que dans le fond il est en train là, de se tenir, là, c'est vraiment s'agripper là, après le train à la toute fin. C'est sûr que il y a des habiletés, mais juste avec l'introduction là, de Ethan Hunt aujourd'hui, on sent qu'on a quasiment même pas le même personnage là, qu'on avait là, la dernière fois. Puis je dirais que même pour Tom Cruise, là, c'est là où on va avoir un peu là, le début là, du Tom Cruise qu'on connaît aujourd'hui, avec les cascades là, qui va vouloir faire, là, justement en train de monter, là, escalader là, la montagne, qui est en train de sauter là, d'une falaise, un côté de falaise à l'autre, en train de se tenir d'un bras. Toute la production à l'époque, là, les publicités là, parlaient là, de comment ils avaient fait ça là, sans avoir là, de harnais, des affaires de même. Là. Supposément qu'il y a un harnais, mais en tant que tel, là, c'est sûr qu'il y a des affaires là, qu'on peut pas voir quelque part parce que là, c'est bien trop dangereux, mais il fait quand même là, ces sauts-là un peu partout, puis il est attaché d'une manière là, où il y a vraiment un net en dessous, mais c'est très bien monté, puis comme je dis, ça va être pas mal là, le Tom Cruise là, qu'on va connaître aujourd'hui là, à partir là, de ce moment-là là, dans le film. Là. C'est pas le même Ethan Hunt qu'on avait la semaine passée, pour qu'il va avoir changé drastiquement. Il est toujours un petit peu plus au devant là, de tout le temps la situation. Mais en même temps, ben, c'est ça, on voit là, que il y a un petit peu plus là, de côté là, peut-être arrogant. Là, puis ça va être quelque chose qui va venir me chercher là, pendant tout le film là, que j'ai un petit peu de la misère avec la prestation là, de Monsieur Cruise dans le film aujourd'hui. Tom Cruise, depuis le film de 1996 de Mission Impossible, c'était le film là, de Jerry Maguire que j'ai vu juste récemment. Ça fait peut-être même pas un an là, que j'ai vu ce film-là. Eyes Wide Shut avec sa femme de l'époque, Nicole Kidman, que j'ai pas vu au complet. Là, je veux dire, en tout cas, je l'ai en Blu-ray. Il faudrait qu'éventuellement je l'écoute là, dans un coffret là, de le cinéaste là, Stanley Kubrick. Puis aussi, c'était le film là, Magnolia. Que j'ai vraiment pas vu là, puis on est rendu là finalement là, avec le film de Mission Impossible 2, puis c'est ça, il est encore avec sa femme là, Nicole Kidman là, au moment là, du film là, mais je dirais là, quelque part avec sa face aujourd'hui, je sais pas si c'est ça qui a fait qu'ils se sont divorcés là, à peu près un an après la sortie du film aujourd'hui, mais en tout cas je veux dire aujourd'hui là, moi j'aimerais ça de me divorcer là, de Tom Cruise aujourd'hui, puis c'est vraiment plate parce que tu sais, je veux dire, j'ai vu quand même beaucoup de films là, de Tom Cruise, là, ben beaucoup là, quand même aussi là, dans la franchise qu'on va couvrir aujourd'hui, puis les Top Gun là, que j'ai couvert l'année passée, puis quelques autres films, puis tu sais, dans le fond, j'embarque bien avec l'acteur, mais aujourd'hui, là, j'ai comme la misère à embarquer avec lui. Là. Il y a vraiment là, des problèmes là, qu'il essaie là, de sortir des émotions qu'il n'est pas capable d'aller chercher. En plus, c'est pas que c'est un mauvais acteur. Il est capable de faire la job. C'est juste que je sais pas ce qui se passe dans le film aujourd'hui. C'est qu'on dirait qu'il essaie d'aller chercher quelque chose de plus. Puis c'est surtout le côté là, de l'histoire d'amour qu'on va vouloir aller chercher plus tard là, avec Tandy Newton ou le personnage là, de Naya, que j'ai de la misère à m'investir dedans.
qui va être un peu un gros problème là, qui s'en vient. Là, mais avant de parler de ça, je vais parler là, de. Dans le fond, il va monter la montagne, puis après ça, ben, il va y avoir un hélicoptère qui va se pointer, puis dans le fond, il va y envoyer là, un genre de missile, mais dans le fond, il y a comme des lunettes là, dans ce missile-là. J'aime quand même là, toute cette mise en scène-là, où que, dans le fond, il va mettre les lunettes. On se sentirait comme un peu dans un jeu vidéo quand il met les lunettes, puis dans le fond, qui ont leur mission. Il y avait un jeu à l'époque aussi là, que j'avais acheté là, pour la Nintendo 64 que j'ai jamais passé. Là, je m'étais rendu à mi-chemin. Là, honnêtement, là, des fois, j'écoute la trame sonore de ce jeu-là, puis je l'aime quand même assez pas pire. Sauf que le jeu en question là, était vraiment difficile. Puis dans le fond, il y avait des bugs dans ce jeu-là qui faisaient là, que quelque part, j'ai resté coincé. Là, puis je me suis comme tanné un peu. Là, puis j'ai arrêté carrément là, de jouer au jeu. C'est sûr que ça faisait concurrence aussi là, au jeu là, de GoldenEye qui était sorti là, 3 ans avant, je pense que c'était en 1997, puis dans le fond, là, qui était un jeu là, nettement supérieur. Mais bon, là, il y a sa mission, puis il sait qu'est-ce qu'il va devoir faire. Là, mais c'est là qu'on va avoir le générique d'ouverture, là, comme qu'on a, là, qu'on a eu dans le premier film, là, comme qu'on avait là, dans la série télé là, des années 60 et la version là, des fins 80. Le générique, en tout cas, c'est sûr que c'est toute l'informatique, là, c'est des buts 3D, des affaires de même, là, ça fait sa job avec un peu des images de chimère, tout ça, mais en tant que tel, là, ça fait sa job juste pour faire une introduction. Mais là, je vais parler là, de la musique là, de Hans Zimmer là, qui est par-dessus, là, c'est lui qui amène la musique dans le film. J'adore cette trame sonore-là. Je me le suis procuré juste dernièrement, par contre, là, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans que dans le fond, là, il n'y avait pas de moyen là, de l'écouter sur Spotify à l'époque. Elle est rendue là. Depuis que je l'ai acheté, elle s'est ramassée sur Spotify. Ce qui est quand même assez ironique là-dedans parce que j'ai acheté aussi la trame sonore de l'époque qui avait comme toutes les chansons là, plus de performances là, de groupe là, où il y a Limp Bizkit dessus, il y a Metallica, il y a Rob Zombie, il y a plein d'artistes dessus. Je veux dire, je l'ai beaucoup écouté là, quand même, cette trame sonore-là, que je tripais quand même à l'époque. Mais en même temps, je me rappelle pas si la trame sonore de Hans Zimmer est sortie pas mal en même temps ou est sortie ou est accessible un peu plus tard ou ce que j'avais passé peut-être à autre chose. Mais en même temps, ben, c'est vraiment ironique ce que je vais dire. Là. C'est que j'ai mis l'argent sur une trame sonore, puis en même temps, là, ben là, j'arrivais là, sur un autre trame sonore, puis là, j'avais comme pesé un peu les pour et les contre là, d'acheter les 2 trames sonores. Je trouvais ça quand même beaucoup là, d'acheter 2 trames sonores pour un film. Puis c'est ça, à quelque part, ben, ok, c'est beau, j'achète une des 2 trames sonores, j'ai choisi celle-là avec Metallica dessus que je tripais à l'époque. Puis que en même temps, ben, je veux pas investir sur une deuxième trame sonore, mais je vais avoir acheté le simple de I Disappear à part, puis je vais réacheter quelques mois plus tard, je vais racheter encore le simple de I Disappear parce qu'il y avait une version genre instrumentale dessus. Fait que tu sais, dans le fond, je vais racheter tout ce qui était le côté vocal de la trame sonore, mais la trame sonore que je vais écouter le plus aujourd'hui, ben ça va être la version de Hans Zimmer que j'ai acheté là, il y a quelques années, que dans le fond là, j'aurais dû acheter à l'époque parce que sérieusement là, la trame sonore là, de Hans Zimmer il fait quelque chose là, qui a vraiment plus une identité comparativement à la trame sonore là, de Danny Elfman la semaine passée. Il va sortir quand même là, toutes des thématiques pendant le film, puis même la trame sonore, je trouve que ce qui est plate, c'est que j'aimerais ça avoir une version plus complète de sa trame sonore. Je pense qu'elle se fait en vinyle, une version plus rallongée là, de la trame, mais je veux pas table tournante, puis je suis pas assez audiophile pour transférer là, au vinyle, mais tout ce qu'il fait là, je parle pas de juste refaire là, la tune de Mission Impossible, je parle de toutes les thématiques qu'il va faire là, avec le personnage de Naya, de Ambrose, tout ça. C'est sûr que c'est très 2000 là, comme trame sonore, mais honnêtement là, j'apprécie beaucoup le travail qu'il a fait là, pour sa trame sonore aujourd'hui. Sinon, ben c'est ça, dans la version
l'autre trame sonore, là, on a Limp Bizkit qui est là aujourd'hui, là, puis on fait jouer leur version là, de la tune thème là, de Mission Impossible, pendant que Ethan Hunt écoute dans le fond de sa mission là, au-dessus de la montagne, là, ben, on a la version de Limp Bizkit. Je suis vraiment, mais vraiment pas un fan là, de Limp Bizkit. Là. C'est, moi, surtout à l'époque, là, c'est comme du rap et de la guitare, là, ça ne va pas ensemble. Mais c'est une contradiction, c'est encore une chose ironique là, sur le film d'aujourd'hui. Je trippe sur cette version-là de la chanson. J'aime vraiment là, cette interprétation-là là, de Limp Bizkit quand ils font là, la chanson de Mission Impossible. Ce que je trouve quand même assez ironique, dans le fond, en même temps que sur le DVD, ben, on a le clip vidéo de I Disappear, là, la tune de Metallica, mais on n'a pas la tune de Limp Bizkit. Je comprends pas tout à fait là, pourquoi que ça n'a jamais été comme ça. Je veux dire, c'est comme la tune thème du film, mais la seule affaire qu'on a là, dans le fond là, pour le film, là, c'est la version où on n'a pas là, c'est Fred Durst, je pense, là, qui est chanteur là, de Limp Bizkit, là, où dans le fond, là, il apparaît pas. Là, c'est juste le côté musical là, qu'on entend dans le film, puis on n'a pas là, toute la version là, complète là, que comme je viens de mentionner, que je tripe dessus. Alors, on se ramasse en Espagne, puis là, c'est là un petit peu là, que les problèmes commencent, je pense, au film, sérieusement. Là, on a le personnage là, de Naya qui est joué là, par Thandie Newton. J'ai vraiment aucun problème avec elle. Bien sûr, le problème va avec Tom Cruise, son interprétation, que dans le fond, il doit tomber en amour avec ce personnage-là. Le personnage, la manière qui est écrit, c'est que elle, dans le fond, c'est une cambrioleuse. Dans le fond, c'est l'ex-femme ou ex-conjointe à Sean Ambrose que, dans le fond, elle l'a laissé un peu plus tôt. Puis là, dans le fond, elle est supposée de vouloir voler un collier, puis que dans le fond, Ethan Hunt va l'empêcher de voler, mais en même temps de se faire arrêter. Dans le fond, il va s'arranger juste pour qu'elle puisse se sauver de là. En partant l'alarme, mais dans le fond, en réussissant là, à la couvrir là, pour dire que dans le fond, il est en train là, de juste faire un test là, pour savoir si l'alarme marchait, puis ça fait de même. Mais c'est ça, à quelque part, la fille, là, je suis pas en train là, de la juger ou en train là, de sauter trop aux conclusions du personnage, que dans le fond, c'est peut-être tout bien légitime de ses pensées. Mais la fille, c'est une voleuse, clairement motivée par l'argent. Elle va tomber là, sous le charme là, de Ethan Hunt, là, comme si d'un coup, là, toute sa vie a changé. Là. Je comprends le coup de foudre, mais à quelque part, on va juste par déduction, c'est quand même une fille là, qui est motivée par l'argent, puis est prête là, pas mal là, tout sacrifier là, pour ces choses-là. Puis c'est pas son premier vol, à quelque part, on laisse sous-entendre là, que c'est une experte en cambriolage. Donc, pour le restant de l'histoire de son personnage, qu'elle va pas comme décider de rester là, avec le personnage qui va peut-être ramasser là, 37 millions de livres au lieu du gars qui va peut-être y apporter là, le côté là, droit de la justice. Puis je suis pas en train, comme je dis, là, je suis pas en train là, de dire qu'elle doit se faire acheter. Là. C'est pas ça, c'est juste que la fille, c'est ça un peu sa job, c'est ça qu'elle aime, c'est ça qu'elle fait. Puis là, ben, tout d'un coup, tu es en train de me dire qu'elle va juste tomber en amour avec Ethan Hunt pour ses beaux yeux. Puis qu'elle va pas saisir là, l'opportunité là, de pouvoir avoir là, des milliers, 37 millions de livres. Là, c'est pas des dollars canadiens. Là, on parle là, de genre 300 000 dollars canadiens. Là, pas tant que ça, là, mais quelque chose comme 80 000 dollars canadiens, là, millions. Là. Fait que c'est comme. Je comprends pas tout à fait là, pourquoi elle va juste succomber là, à Ethan Hunt puis ses beaux yeux. Surtout que là, dans le fond, ils vont se rencontrer. Puis ça va être juste. Genre 2 jours là, qui vont se connaître, puis c'est l'amour fou. Il va y avoir même la poursuite de voiture qui va me rappeler beaucoup le film là, de 1995 de GoldenEye, que dans le fond là, il va peut-être être un petit peu plus que je vais préférer là, comme tournure là, je veux dire oui, la poursuite en voiture où ce que Naya elle va commencer là, sont sur le bord là, d'une montagne, puis elle va lui donner un coup de voiture, puis que dans le fond là,
là, c'est vraiment dangereux. Là, dans le fond, là, elle est dangereuse, la fille. Elle aurait pu tuer carrément là, Ethan Hunt à ce moment-là. Mais j'aime quand même que Ethan Hunt essaie de mettre sa ceinture. Il a de la misère à mettre sa ceinture. C'est peut-être le petit bout. La seule affaire que j'arrive à dire, ben c'est encore un peu le Ethan Hunt qu'on voyait là, la semaine passée. Mais mis à part ce petit moment-là où il essaie de mettre sa ceinture puis ça marche pas, qu'il est coincé, ben que dans le fond, là, c'est on va revirer là, à Ethan Hunt 2.0. En tout cas, au moins que c'était peut-être juste par bonne figure aussi. Là, ben, c'était pas mal ça, certain. Là, mais même le délinquant, ben, il était déjà en train de conduire sans ceinture. En tout cas, c'est n'importe quoi. Fait que c'est tout ça un petit peu. Là. Après, dans le fond, là, ce qu'ils vont voir qu'on achète, c'est de l'histoire d'amour qui est construite là, sur, je veux dire, dans le fond, un coup de foudre, puis que elle là, Ethan Hunt va devoir se rapporter là, à son commandeur là, Swanback, qui est interprété là, par Anthony Hopkins, qui va être là pour 2 scènes, mais que dans le fond il a filmé pour 5 jours. Je sais pas exactement comment on a fait là, pour tirer sur 5 jours, mais en regardant ça, que dans le fond, on a une version là, de 3 heures du film. J'imagine qu'il devait réapparaître un peu plus tard dans le film aussi. Il devait faire une autre scène, quelque chose de même. Je sais pas s'il devait embarquer plus là, vraiment là, à 2 pieds là, dans l'histoire ou vraiment juste rester là, à l'écart quand même là, dans les quartiers généraux là, de l'AMF. Mais je comprends pas exactement pourquoi on a 5 jours de filmage avec M. Hopkins. Même dans le commentaire audio, je trouve ça quand même un peu drôle là, comment que M. Wu parle de M. Hopkins. Il en parle un petit peu trop en bien. C'est comme quasiment louche. Là. Je me demande si, mettons, il n'y a pas eu un frottement là, sur le plateau de tournage, mais c'est comme un petit peu, c'est bien beau bien en parler là, puis dire Hopkins il s'est pointé sur le plateau, puis tout ça. Là c'est comme c'est un bon monsieur, puis en tout cas je trouve il vénère trop comme acteur. Ok, mais c'est sûr que tu as Anthony Hopkins qui a gagné un Oscar quelques années avant là, puis dans le fond là, c'est quand même quelque chose là, de l'avoir sur ton plateau, mais on dirait qu'il y a quelque chose là, qui est un petit peu de louche là, dans la manière là, qui est apporté. C'est sûr que j'apporte ça aussi là, parce que je repense tout à le commentaire audio là, de John Woo, que dans le fond il est là pour le commentaire du film, mais en même temps c'est pas son film, c'est pas sa vision du film, parce qu'il a filmé un film là, qui était pour qu'est-ce qui avait été demandé, il a été viré du film, puis dans le fond il doit avoir eu une couple de raisons pourquoi qu'en même temps il n'est pas revenu pour le futur de la franchise, même si, comme j'ai dit un peu plus tôt, qui cherchait une saveur différente à chaque film, mais il y a des réalisateurs là, qui vont revenir là, plusieurs fois là, dans la franchise là, qu'on va parler là, dans quelques semaines, mais c'est sous autres circonstances, puis c'est beaucoup après là, le film d'aujourd'hui, là, c'est une dizaine d'années là, après aujourd'hui, fait que les mentalités ont changé entre-temps, mais en même temps, c'est ça, on n'a pas eu encore là, par la suite là, de collaboration là, de John Woo et de Tom Cruise là, à ce que je sache, puis il y a des raisons pour ça. Sinon, c'est ça, Anthony Hopkins, c'était pas lui qui était supposé être le chef de Ethan Hunt, c'était supposé être Ian McKellen, mais finalement, M. McKellen a été occupé là, sur le filmage là, de quelque chose d'autre, où il était en train là, de faire une pièce de théâtre là, à cette époque-là, fait qu'il ne pouvait pas prendre ce qui était cédulé comme je pense 2 jours, mais ça s'est ramassé à 5 jours, qu'il ne pouvait pas se pointer là, pour le tournage, puis finalement M. Hopkins a opté là, pour prendre cette place-là. On s'entend que c'est un 2 jours facile rendu là, puis c'est probablement qu'il y a, on pourrait dire peut-être qu'il a bien été payé pour le rôle, mais en même temps il est pas crédité pour son rôle, un peu peut-être comme Emilio Estevez la semaine passée. Aujourd'hui c'est Anthony Hopkins qui est pas crédité, puis il n'y a pas de promotion vraiment là, qui me montrait là, c'est peut-être là, les bandes annonces montraient lui là, mais il n'y a pas comme genre Tom Cruise and Anthony Hopkins in
Mission Impossible, il n'y a pas de ça. Là. Sinon, ben, j'aime bien quand même le commentaire qu'il va faire là, sur c'est pas mission difficile, c'est mission impossible. Quand, dans le fond, il réfère là, à l'idée là, de que Ethan Hunt va devoir essayer de persuader Naya de renouer là, avec Sean Ambrose, puis que dans le fond, là, elle va pouvoir infiltrer puis savoir exactement c'est quoi le c'est quoi le virus là, de la chimère, tout ça, là, en tout cas, pour l'envoyer sous infiltration. Fait que, tu sais, dans le fond, lui, il est rendu très attaché là, à Naya. Il y a une scène là, où ils sont sur un balcon, Ethan Hunt et Naya, que dans le fond, supposément qu'ils se sont échangés là, les lignes à dire. Mais Tandy Newton là, qui fait Naya, là, je veux dire, là, cette scène-là, elle la déteste énormément. Puis elle a raison en tant que telle. Là, c'est une scène qui sort extrêmement mal. Puis je veux dire, c'est vraiment pour Tom Cruise aussi. Là, c'est horrible qu'est-ce qu'il y a à faire. Je trouve le dialogue est vraiment mauvais. On aurait dû refaire cette scène-là. On aurait dû peut-être changer le contexte. Je sais pas quoi. Là. Peut-être que ça aurait dû être un monologue. Je peux pas avoir là, des performances de même. Là. Je veux dire, c'est une des pires scènes là, que j'ai vues là, dans un film là, de grand budget de même. Là. Je veux dire, c'est horrible. Alors, notre équipe déménage en Australie. Puis là, ben, c'est là qu'on va avoir aussi là, l'introduction là, du restant de l'équipe. Luther, encore joué là, par Ving Rhames, qui revient là, dans la franchise. Là. Dans le fond, je pense qu'il va être là dans tous les films là, de la franchise. Ving Rhames, je n'ai pas parlé là, la semaine passée, le tant que ça. Là, dans le fond, je pense qu'il était il venait là, il était reconnu là, pour son rôle là, dans Fiction pulpeuse. Puis sinon, ben, je le connais pas là, de bien d'autres choses que ça. Mais c'est toujours le fun là, de le revoir. Il y a le personnage là, de Baird qui est interprété là, par John Paulson, que j'ai toujours l'impression là, de savoir d'où ce qui vient. Là. Mais dans le fond, il va comme remplacé là, par le personnage là, de Sean Penn là, dans les prochaines semaines. Fait que je suis comme un peu mêlé les deux ensemble. Puis c'est pas le même personnage, mais je l'aime bien le personnage de Baird, puis avec Sean Penn, pas Sean Penn, Simon Pegg, excusez. C'est vraiment une différence là, d'acteur. Mais c'est ça qui va le remplacer là, la semaine prochaine. Là. C'est comme si ça paraît pas en tant que tel. Là. En tout cas, on va en parler là, la semaine prochaine. Puis c'est ça. Fait que si je regarde pas mal là, tous les acteurs principaux là, du film, là, on parle là, de Tom Cruise, on parle de Tandy Newton, on parle là, de Ving Rhames, on parle là, de John Paulson, puis on parle là, de Doug Ray Scott, tous les personnages là, qui apparaissent le plus souvent, peut-être même Richard Roxburgh qui fait Hugh. Ben, honnêtement, là, je trouve que la personne là, que j'ai plus de misère avec, comme j'ai dit un peu plus tôt, là, puis je récapitule, c'est Tom Cruise que j'ai de la misère. C'est sûr que là, à partir du film d'aujourd'hui, là, ça l'était un peu la semaine passée, mais c'est clair que c'est ça qu'on dit aujourd'hui. Là, on est vraiment en train de faire le Tom Cruise Show. C'est le film à Tom Cruise. Le film ne marche pas sans Tom Cruise. Il faut juste avoir Tom Cruise dans le film. Parce que, on s'entend-tu que si on a un virus mortel, qu'il est juste... qu'il y a une organisation qui ont volé, puis que dans le fond, là, ils vont menacer de pouvoir envoyer ça globalement, puis pouvoir faire plusieurs morts. On s'entend-tu qu'on va pas envoyer 4 personnes, une personne sous couverture pour essayer d'avoir des détails, puis on n'enverra pas 3 autres personnes là, pour avoir de l'information, tout ça. On va envoyer l'armée, puis même peut-être on va envoyer carrément une bombe là, sur la petite île là, de Sean Ambrose, puis ça va finir là. On se posera pas bien plus de questions que ça. Là, on prendra pas de la menace de même là, de juste une petite bande là, de 12 personnes là, qui dans le fond ils vont faire le trouble. Ils vont régler ça de même. Là, ils vont envoyer là, 4-5 hélicoptères sur l'île, puis ça va finir là. Mais c'est ça, là, c'est le Tom Cruise Show. Puis, en tout cas, je veux pas trop partir contre le film là, dans cette idée-là, mais il faut le prendre pour qu'est-ce qu'il est. C'est juste un peu là, l'histoire là, de l'équipe là, de Mission Impossible qui vont infiltrer, essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, tout ça, même si ça n'a pas de sens. Là, on va poser un genre de GPS là, pour pouvoir relocaliser
Naya à tout moment. J'aime quand même là, le fait que le GPS là, qu'ils vont émettre dessus, le fait qu'ils vont vraiment jamais arriver, là, puis finalement là, pouvoir s'en servir contre Ethan Hunt ou son équipe. Souvent, on a une affaire de même là, que finalement, ils découvrent que la personne a un GPS puis est traquée. Il y a tout le temps ça dans tous les films en tant que tel. Puis là, ben, c'est ça, on n'a pas ça. Je veux dire, c'est une des affaires là, que je suis vraiment étonné qu'on puisse montrer là, dans le film. Peut-être que ça a été filmé, peut-être que ça fait partie là, de l'heure et quart là, qui s'est ramassé là, aux poubelles. Mais dans le film qu'on a aujourd'hui, là, ça n'a pas de fois où ce qu'on essaie là, de l'utiliser là, contre l'équipe là, de l'IMF. Bien sûr, on essaye là, de placer, là, de peser sur le crayon là, pour montrer là, que ça fait mal à Tom Cruise ou à Ethan Hunt. Là, en tout cas, je vais souvent balancer entre les deux. Là, depuis le début là, du podcast, je n'arrête pas d'essayer de vouloir dire Ethan Hunt, là, mais je pars pas tout le temps pour dire Tom Cruise. Que ça se peut que je m'échappe des fois de dire Tom Cruise. Là, dans le fond, c'est ça. On veut peser sur le crayon là, que dans le fond, là, il sent vraiment mal là, que lui, il perd sa conjointe aux mains là, de Sean Ambrose, que dans le fond, là, c'est aussitôt là, qu'ils réussissent à faire marcher leur satellite, ben dans le fond, ils aperçoivent Naya en train là, d'embarquer là, dans les bras et embrasser là, Sean Ambrose. Fait que tu sais, dans le fond, on pèse sur le côté là, que dans le fond, il se sent mal, pis tout ça. Puis, tu sais, en tout cas, je trouve que tu sais, le film est fait là, vraiment trop sur le côté de la vision de Tom Cruise ou de Ethan Hunt. Puis dans le fond, on est supposé de sentir quelque chose pour lui, mais j'ai vraiment trop de misère, comme je dis, puis je vais essayer d'arrêter ça là, parce que je me sens répété, là, mais dites-vous là, que si mettons mes sensations mes sentiments sont supposés de changer là, envers Tom Cruise là, dans le film aujourd'hui, ben dites-vous que je vais mentionner si ça change, mais jusqu'à pas mal la fin, là, je vais rester sur le côté là, que j'embarque pas du tout avec Ethan Hunt aujourd'hui. Fait que il y a quand même le personnage là, de Hugh Stamp, lui, il va rester sceptique quand même là, sur le retour de Naya dans la vie là, de Sean Ambrose. Puis dans le fond, il va le faire savoir à Ambrose. Puis dans le fond, lui, il va pas accepter ça. Puis il va sortir un genre de coupeur à cigare. Une idée en tout cas, que moi j'avais déjà vu là, dans un film là, qui s'appelle Darkman, là, un film réalisé là, par Sam Raimi. Qui met en musique en vedette là, aussi la musique là, de Danny Elfman. Là, c'est un film, moi, ça me semble c'est 89. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, le méchant dans ce film-là, justement, là, il y a un coupe-cigare, puis il s'amuse à couper les doigts là, des personnes, là, dans le fond, là, pour paraître encore plus méchant. Puis c'est ça un peu dans le film aujourd'hui, essayer de nous montrer ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais c'est sûr qu'on est quelque chose comme 11 ans après ça, il y en a qui n'ont pas vu là, le film Darkman aussi, là. Mais c'est ça, en quelque part aussi, c'est un petit peu plus moins sauvage là, que dans le film de Darkman. On fait juste écouper un petit bout de doigt là. Mais tu sais, dans le fond, là, Hugh Stamp, là, je veux dire, c'est un vrai homme fidèle là, à son patron. Puis, tu sais, je veux dire, dans le fond, là, ça ne dérange pas parce qu'il va rester toujours là, du côté de Sean Ambrose. Sauf que ça va me faire un petit peu un problème sur la relation qu'il y a avec Naya. Tu sais, il va jamais montrer qu'il y a un côté là, méchant envers Naya. En tant que tel, là, il l'idolâtre. Tu sais, quelque part, là, c'est sûr que tu sais, c'est juste sexuel, là, la relation, peut-être. Mais, tu sais, on voit qu'elle n'a pas l'air d'être si mal que ça avec lui. C'est sûr que, tu sais, dans le fond, quand la relation est finie, puis que, tu sais, dans le fond, il y a certaines affaires qui ont dû arriver, là, puis on sait pas. Mais c'est ça un petit peu aussi que le film veut tellement montrer ça, là, juste que Sean Ambrose est méchant, qu'on suppose qu'il est méchant, mais tu sais, je peux comprendre le fait là, que c'est fini, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose, il n'y a pas besoin d'avoir une rupture violente ou n'importe quoi. Je veux dire, quand elle décide qu'elle claque la porte, elle claque la porte. Puis en même temps, qu'est-ce qui dit que elle n'était pas dépendante affective de Sean Ambrose, puis qu'elle a décidé de partir pour n'importe quoi, puis que dans le fond,
ça fait quasiment son affaire d'en venir du côté là, de Sean Ambrose. Puis, qu'est-ce qu'il dit que c'est pas ça? C'est comme un peu trop basé sur l'amour entre Tom Cruise et Naya. C'est tout ça, là, quelque part, il aurait fallu montrer que Sean Ambrose était machin, ou il était possessif, ou il était. Il y avait quelque chose là, qui faisait là, que ça la répugnait, le personnage de Naya, mais il n'y a rien de ça du tout. Là. En tant que tel, là, il la traite super bien, il n'y a aucun malice envers elle. C'est pour ça un petit peu que j'ai comme un petit peu là, de la misère embarquée là, dans ce triangle-là. Naya, elle va devoir. Il va se ramasser là, à une course de chevaux, puis elle va être mise en mission là, de devoir essayer de sauver, de voler là, ou emprunter plutôt une carte mémoire que dans le fond ils ont utilisé là, comme transaction là, pour pouvoir montrer des photos là, à M. McCloy là, de Biosite. Puis dans le fond là, ils veulent savoir c'est quoi qu'il y a sur cette carte mémoire là. Fait qu'ils vont copier là, cette carte mémoire là. Elle va voler ça là, dans son veston là, dans la poche gauche. Puis Ambrose va se rendre compte là, qu'il y a un switch là. Puis dans le fond c'est dans son veston, quelque part il peut tout le temps un peu vérifier et sûr qu'il est là. Mais c'est ça, il s'en rend compte là, qu'elle a changé de poche. Mais il pèse un petit peu trop sur le crayon aussi là, à dire que de confirmer là, que c'est bien dans la poche gauche. Puis plus tard, que Ambrose va confirmer que c'est dans sa poche droite. Là. C'est un petit peu trop. Là. Ils veulent être sûrs qu'on comprenne, qu'ils sachent, là, en plus d'avoir vu son visage quand Kanaya a essayé de la remettre là, dans sa poche. J'aime quand même la scène là, où Hugh il est en train là, de quand même essayer là, de garder un œil sur Naya, puis on a Baird qui est en train là, d'empêcher Hugh de suivre. Là, il ferme une porte dessus, puis on voit Hugh là, qui pogne un peu les nerfs après, puis en tout cas j'aime quand même un peu ces scènes-là. Là. Ça donne un peu de temps à Luther et à Baird de faire quelque chose, que c'est pas juste Ethan qui fait tout. Alors, il identifie là, le personnage là, de McCloy qui, dans le fond, qui rentre en négociation là, à la course de chevaux, là, qui rentre en communication avec Sean Ambrose et son équipe. Fait que, dans le fond, ils vont le traquer, là, puis essayer là, de l'amener dans un interrogatoire, puis, dans le fond, faire toute une mise en scène, là, où que, dans le fond, Ethan Hunt va être déguisé là, comme le docteur Nekorovitch, pour finalement découvrir là, tout, dans le fond, le plan là, de McCloy, puis comment que dans le fond ils vont utiliser là, le virus de la chimère, puis dans le fond qu'il est là pour faire de l'argent, puis pouvoir vendre là, son antivirus là, ou son vaccin. Mais j'aime quand même toute la mise en scène de comment c'est fait. Cette partie-là, dans le fond, là, on se pose des questions. Pourquoi que Nekorovitch il est encore là? Ça fait vraiment poser des questions parce que dans le fond, on ne nous dévoile pas que c'est l'AMF qui vont l'avoir kidnappé, puis on ne sait pas tout à cette étape-là du film. Mais en même temps, c'est ça, on pense que Ethan Hunt est parti là, secourir Naya sur l'île à Sean Ambrose pour finalement découvrir là, que tous les rôles sont inversés, que les deux portent un masque. Puis, je sais pas si c'est vraiment un problème là, au film, en tout cas dans ma vision, là, c'est vraiment facile de se faire des masques. Là, même plus tard, on va encore faire des masques, là, puis ça prend quelques secondes. C'est comme un scanner portatif, puis c'est super rapide, il faut croire, mais ça vient pas un problème pour moi. Honnêtement, là, tout le changement de masque, là, c'est juste justement, ça nous mêle. Puis, dans le fond, là, ça l'aide justement là, à faire un peu des revirements. Là. Dans le fond, je trouve que c'est quand même assez bien là, manipulé là, dans le point de vue script là, pour nous embarquer là, avec l'histoire puis avoir les révélations. J'ai vraiment aucun problème avec la surutilisation là, des masques dans le film aujourd'hui. Là. Fait qu'on est rendu là où ils vont infiltrer là, la bâtisse là, de Biosite pour essayer là, de détruire la chimère puis dans le fond là, régler dans le fond le problème à la source. La scène d'infiltration, honnêtement, il y a un peu de copier là, du premier film où dans le fond ils vont sauter là, Tom va sauter là, de l'hélicoptère pour tomber là, à quelques pouces là, du sol. On nous ramène un peu l'idée du premier film, mais honnêtement là, toute cette infiltration là, est à rien
comparativement au film de 96, il n'y a vraiment rien qui est. En tout cas, je ne pas du tout. Je trouve que c'est juste, on passe le temps. Il n'y a pas de suspense, il n'y a rien. On fait juste embarquer là, dans la bâtisse. Puis, dans le fond, on se rend là où on a gardé là, les virus, puis on va les détruire. En même temps, je me demande pourquoi que l'hélicoptère elle doit être si haut que ça. En haut de la bâtisse, peut-être qu'il y a des caméras sur le toit. C'est une possibilité, puis qu'il ne faut pas qu'ils voient là, l'hélicoptère. Peut-être que aussi ça s'est ramassé là, sur le plancher là, de la salle de montage. Puis en même temps, ben ça montre un peu la formule. qu'en tant que tel, il faut qu'on aille là, cette mission-là de montage, d'infiltration, puis tout ça. Ça fait partie là, du film. C'est juste que je trouve que est raté. Je trouve que, je veux dire, c'est juste tellement une petite partie, puis qu'on aurait dû essayer là, de faire peut-être plus un peu une construction pour se ramasser à ce moment-là. Quand dans le fond, ça tombe être juste une mini-scène où ce que dans le fond, puis qui est comme à moitié au CGI aussi. Tom Cruise qui saute, oui, il va sauter de haut, mais en même temps, ben c'est tout fabriqué alentour, là, c'est tout des écrans verts. Mais tout ce que je peux dire dans le fond, qui va rapporter un peu dans les films qui vont suivre, c'est que je pense qu'il a pris des notes sur le CGI d'aujourd'hui. Et que dans le fond, là, on va passer là, dans les prochains films là, plus au côté pratique puis être sur les endroits. Je comprends que des fois, on peut pas tout faire à les endroits, là, mais c'est ça un petit peu là, la passe d'aujourd'hui là, qui saute dans la bâtisse, puis même quand il va ressortir aussi, là, c'est juste des sauts dans des. Il va faire les sauts en tant que tel là, avec les distances. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran là? Sauf que c'est ça, c'est pas. On n'est pas vraiment allé aux endroits. Puis je veux dire, c'est. Ce qu'on veut montrer quand même d'une manière, dans le fond, on se rétracte avec des idées là, que c'est juste comme contrôlé en studio. Mais en même temps, je suis pas fou, là, quelque part, là, je voudrais pas voir Tom Cruise en train d'essayer de passer là, entre deux panneaux, que si, mettons, il passe un petit peu à côté, il s'accroche sur le panneau, puis ça finit là pour Monsieur Cruise. Là. C'est pas ça que je veux. Là, il y a des affaires qu'il va faire un peu plus tard là, dans la série là, qui va être vraiment spectaculaire. Puis, dans le fond, on l'a vu au début du film aujourd'hui, là, en train de sauter là, de falaise en falaise, là, c'est quand même assez spectaculaire. Il faut quand même revenir à l'époque aussi, là, parce que là, on peut arriver et dire ouais, mais c'est juste ça, mais qu'est-ce qu'il fait là, de film en film, là, c'est sûr qu'il va tout le temps essayer là, de surpasser qu'est-ce qu'il a fait au film avant. Puis il va quand même revenir aussi que c'est quand même assez spectaculaire de sauter de montagne en montagne. Peut-être que vous êtes escaladeur aussi, puis peut-être que vous faites ça là, quotidiennement aussi là, de sauter de même, là, mais en tout cas moi personnellement je suis pas très escaladeur, puis la manière que c'est de montrer que dans le fond il n'y a pas grand chose qui le tient là, pour débarquer puis tomber en bas. Même si je crois qu'il y a des affaires là, qu'on voit pas, là, c'est plus un peu là, des angles qui ont réussi à tricher ça. C'est quand même assez spectaculaire là, pour, comme introduction. Puis dans le fond, c'est ça vient un peu annuler qu'est-ce qu'on voit là, dans la scène là, quand il va rentrer là, dans la bâtisse. Fait que dans le fond, là, il va détruire les virus. C'est dans le fond, les virus là, sont là comme dans des contenants, puis aussi là, sont là avec des fusils injecteurs. Il va détruire là, 2 des 3 fusils injecteurs. Puis bien sûr, il va hésiter comme sur le 3e fusil. Puis je sais pas exactement pourquoi. Il va comme le film va nous montrer là, qu'il va penser là, au docteur Nekorovitch. Mais à quelque part, là, fait juste le détruire, là, le maudit virus. C'est sûr que la raison pourquoi il doit patienter, c'est juste pour être sûr que toute l'équipe là, de Sean Ambrose ait le temps, là, dans le fond, là, de réussir en même temps à rentrer là, dans la bâtisse puis empêcher Ethan Hunt de détruire le virus. Je me dis à quelque part pourquoi que l'équipe de Sean Ambrose, si c'était si facile que ça, rentrer dans la bâtisse, pourquoi qu'ils l'ont pas fait avant? Puis en même temps, il y aurait eu accès à tous les virus. Parce que là, c'est une question de timing, qu'il arrive en même temps que Tom Cruise, mais s'ils auraient fait leur plan là, peut-être une demi-heure avant, il n'y aurait pas eu Tom Cruise serait arrivé, puis les virus seraient plus là.
Puis, pas à cause qu'ils seraient détruits, c'est parce qu'ils seraient tous dans les mains de Sean Ambrose. Mais c'est ça, le film a fait là, qu'il faut pas vraiment penser à ça. Que dans le fond, il faut voir l'infiltration là, de Tom Cruise là, dans la bâtisse. Mais quand on se met à y penser un petit peu, là, ça n'a juste pas de sens. Là, dans le fond, Tom, il est sur un plancher vitré. Puis, dans le fond, là, la fusillade après, là, je veux dire, c'est quand même assez le fun à garder. Là, dans le fond, là, c'est une fusillade comme plusieurs fusillades qu'on a vues. Là, mais je veux dire, ça redonne un petit peu plus de vitalité un peu là, qu'il n'était pas là dans l'infiltration de la bâtisse. Puis c'est ça, au moins avoir un peu d'interaction là, avec Sean Ambrose, tout ça, tu sais, je suis quand même capable là, ça m'en rembarque un peu tranquillement. C'est juste qu'en quelque part, je me dis où est-ce que Tom va arriver puis va dire ben là qu'il n'est pas capable de payer là, les 37 000 millions de livres plutôt pour concurrencer là, l'acheteur principal là, de Sean Ambrose. Ben c'est comme s'il ouvrait la porte à ce que Naya a laissé de l'information partir. Même si Sean Ambrose le sait, ben tu sais, à quelque part, si maintenant il savait pas que Naya avait infiltré le camp là, de Sean Ambrose, ben dans le fond, là, ça montrait qu'il y avait quelqu'un qui sortait de l'information en disant ça. Mais à quelque part, c'est parce qu'on le sait, point de vue là, de côté, là, en écoutant le film, nous autres, on le sait. Mais les personnages ne le savent pas, puis en même temps, ben, c'est ça donne la porte d'entrée, là, pourquoi que Naya est sur place. On le savait à cause que Luther voyait le point rouge ou le point jaune là, de Naya, que dans le fond, là, il était capable de le voir là, dans la bâtisse. Mais tout ça, là, c'était perdu là, dans la fusillade. Puis là, ben, c'est ça, elle, finalement, ben, elle va être comme coincée entre les deux. Puis c'est pour ça en même temps je me dis pourquoi que quelque part là est en train là, de vraiment juste vouloir le côté elle fait probablement le meilleur choix dans tous les sens de s'injecter là, la chimère parce que elle sait pas exactement qu'est-ce que Sean Ambrose va faire. Ce qui, dans le fond, une fois qu'il va avoir rapporté là, le fusil là, avec la chimère dedans, est-ce qu'il va la descendre ou quelque part là, il va juste un peu la chicaner ou que ça va se régler pareil ou quelque chose de même. Puis là, dans le fond, elle joue correct d'un autre sens parce que lui, il aura pas il va pas la descendre parce qu'à quelque part, le virus, le seul et unique virus qui reste est dans elle. Mais en même temps, ben, on s'entend-tu que même si elle descend, ben, il y aura juste à faire une prise de sang puis ça finit là. C'est pas nécessairement là, le côté. Là. En tout cas, je connais pas trop comment ça marche. Là. Est-ce que le virus meurt avec le corps? À quelque part, au pire des cas, il la ramène avec lui, puis après ça, ben, il descend. Puis après ça, ben, il s'arrange pour que le virus reste vivant là, dans des dans des tests, là, des tubes de tests, tout ça. Là. Du coup, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'à quelque part, s'ils sont capables de le rapatrier là, dans un corps, le virus ne meurt pas directement. Là. Mais en tant que tel, là, ça donne un peu un countdown là, pour la fin, quelque part, pour dire que l'histoire doit avoir fini là, dans les 20 prochaines heures du film. Ça vaut absolument rien d'un côté aussi. Là. C'est dans le côté du langage de film, là, ça nous dit qu'on s'en va vers la fin, que quelque part, on va devoir donner une cure pour le personnage de Naya qui ne devra pas mourir. Là, ça me surprendrait. Il n'y a pas une fois que j'ai écouté le film que j'ai pensé qu'elle va mourir avant la fin, mais en voulant dire que ça vaut rien, parce qu'en tant que tel, là, ça peut être 2 heures, comme ça peut être 20 heures, comme ça peut être 3 semaines, puis dans le fond, la manière que le film va se dérouler, ben c'est le temps qui reste tout simplement. Mais puisque Thandie Newton c'est pas Tom Cruise, ben elle va rester sur place puis elle va partir avec Sean Ambrose puis Tom Cruise ben va se faire un trou dans un mur puis il va sortir en parachute. Thandie Newton, j'ai pas vraiment parlé de sa carrière là, comparativement à pas mal tout le monde là, dans le film aujourd'hui. À l'époque, je l'avais pas vu dans rien là. Ça a l'air que je l'ai vu là, dans Interview avec un vampire, là, avec Tom Cruise et avec Brad Pitt. Là, mais honnêtement, là, ce film-là, je l'ai vu peut-être 1 ou 2 fois là, à l'époque, puis ça a passé. Là, je sais que c'est un film là, qui est quand même bien regardé là, depuis le temps. Là, peut-être qu'un jour, je vais le revisiter là, au podcast.
Ghost. Mais c'est ça, quelque part, là, on l'a pris là, pour le rôle. Puis, tu sais, je vais appuyer quand même le fait là, que, tu sais, je trouve ça plate un peu, là, qu'est-ce qu'elle doit vivre là, comme personnage, comme qu'elle est écrite, mais c'est ça, tu sais, j'embarque quand même là, dans son côté là, d'interprétation. Mais c'est ça, tu sais, est-ce que c'était le bon choix qu'elle a fait là, de rester avec Sean Ambrose puis pas essayer là, de se sauver avec Tom? Ben, tu sais, c'est comme après ça, ben, ils vont la laisser aller, puis comme que plus tard, là, Ethan va dire, ben, qu'elle va s'occuper là, d'elle-même, si mettons, là, elle se rend compte là, qu'elle n'est pas sauvée là, dans les 20 prochaines heures, ben, qu'elle va trouver une manière là, de s'éliminer elle-même. Alors, on arrive au dernier acte. Naya va être libérée là, dans les rues de Sydney. Puis, tu sais, Ambrose va comme il donner, je sais pas si, mettons, elle aurait demandé là, d'avoir la cure, là, si, mettons, il aurait donné. Si, mettons, il l'aurait guéri. Tu sais, quand même, là, le côté, elle a quand même vécu un bout avec Sean Ambrose. Ça n'a pas dû être si pire que ça, la manière qu'Ambrose était démontrée. Là, dans le fond, elle a mis sa vie en péril pour quelqu'un qu'elle a rencontré 2 jours, tout simplement. Puis là, ben, c'est sûr que là, bon, le côté, il y a des principes, des affaires dans le même, là, ça va. Mais, tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine, là, pour elle en tant que telle, là? Bien, en tout cas, fait qu'elle a choisi, là, c'est une fille, là, malgré que c'est une voleuse expérimentée, ben que, tu sais, puis je suis pas en train là, de mettre, de juste vraiment dire que c'est une mauvaise personne à cause que c'est une voleuse, tu sais, je veux juste quand même là, qu'on me comprenne, mais que en tant que telle, j'ai de la misère à penser qu'elle est si blanche que ça, comme penser peu, que là, elle va penser juste pour le côté du bien-être là, de tous les gens. J'ai un petit peu de la misère à embarquer avec ça. Alors, Ethan va infiltrer là, l'île de Sean Ambrose. Ça me fait penser, c'est pas tout à fait dans le même contexte, là, mais je parlais qu'il y avait des allusions à James Bond, là, mais ça me fait penser au film là, avec Roger Moore, For Your Eyes Only. Là, dans le fond, c'est en haut d'une falaise, là, la finale, mais ce bout-là me fait penser à ça. Peut-être un peu pour l'esthétique, là, tout avec des pierres, des affaires de même. Là, je sais pas exactement pourquoi, là, mais je veux dire, j'ai juste ça dans la tête. Peut-être aussi parce qu'on a le côté, là, c'est supposément la signature de John Woo de mettre là, des colombes. Puis dans le fond, quand James Bond il escalade la falaise, ben, il y a des colombes là, ou des oiseaux là, qui sont en train là, de le nuire là, dans son escalade. Fait que je vois peut-être un peu des parallèles là-dedans, ou que sinon, ben, dans le fond, c'est l'infiltration est pour récupérer quelque chose là, qui pourrait amener là, à un mégaphone, dans le fond. Là. Fait que, en tout cas, je voyais un peu de parallèle là, à ce film-là spécifiquement, là, mais il y a tellement là, des milliers là, d'exemples. Mais si maintenant je remets ça un petit peu là, avec des comparaisons à James Bond, là, ben, je voyais un petit peu là, un parallèle là-dessus. Si donc Tom a réussi à mettre hors d'état de nuire là, beaucoup là, des gardes là, qui supervisent là, tout l'endroit. Puis là, ben, c'est là où il va réussir là, à régler là, le problème à Hugh, que j'aime beaucoup. Là, dans le fond, là, c'est encore, on va jouer avec les masques encore une fois. À l'époque aussi, c'est sûr que sur le coup, là, je me suis vraiment comme dit, là, est-ce que Tom Cruise va se faire descendre? Surtout qu'il y a une balle dans la jambe. Je me dis, c'est assez quelque chose, comment que le film va finir. Puis là, ben, quelqu'un, Tom se fait tuer. Là, je me dis, un peu là, il y a quelque chose que je suis pas. J'aime quand même toujours là, cette séquence-là, là, puis la tournure là, de comment qu'on a amené ça. C'est sûr que peut-être qu'on a mis trop là, de masques puis de tournure là-dessus, que ça peut être prévisible, mais moi à l'époque, là, j'étais sur le point d'avoir mes 20 ans, puis je veux dire, j'ai rien vu de ça aller. Mais c'est sûr que, tu sais, si le film il sortirait aujourd'hui, là, ça serait visible, là, on verrait ça venir là, amplement. Mais en reculant là, 23 ans, là, je pense que c'était quand même une belle passe. Puis c'est ça, dans le fond, là, on a un peu là, les dernières rencontres là, avec McCloy, que Sean Ambrose essaie de stalker là, pour essayer là, de ramasser le 51% là, de sa compagnie. Parce que là, dans le fond, c'est pas trop tout à fait.
on suppose que McCloy, le fait qu'il se ramasse là, ben, dans le fond, il menace avec sa vie. Mais pas tant que ça, parce que de l'autre côté, Ambrose arrive et il dit, ben, regarde, si tu veux pas payer, ben, je vais aller voir d'autres compagnies là, pharmaceutiques. Puis, dans le fond, là, tu vas passer à côté là, de probablement là, le choix là, de pouvoir vendre ben beaucoup là, de Bellerophon, puis de devenir là, archi-milliardaire. Fait que c'est ça un peu là, qu'il est en train là, d'essayer de le stocker là, pour prendre contrôle de sa compagnie en même temps, mais c'est ça, qu'il va réussir quand même là, à être. Il va faire de l'argent en masse avec ça aussi. Mais ça finit là pas mal là, pour le personnage là, de McCloy, là, en bout de ligne. J'imagine qu'il est arrêté ou qu'en bout de ligne, là, il retourne dans sa caverne après ça. Là. Puis là, ben, c'est ça, dans le fond, c'est pas mal là, la sortie de ça, dans le fond, là, qu'on s'en va, là, se dirige là, vers la fin du film, là, vers la confrontation. On a Tom qui était déguisé là, en Hugh Stamp, que finalement, ben, on va avoir la révélation là, que c'était Tom qui a réussi là, à voler là, le Bellerophon et la chimère. Il pourra pas partir avec Luther et Baird parce que dans le fond, il y a trop de personnes là, qui tirent alentour, puis les autres sont dans un hélicoptère. Fait que Tom n'a pas le temps de monter à bord de l'hélicoptère. En tout cas, c'est juste une question là, de, je pense que on voulait avoir une poursuite là, de moto. On avait eu une course, une scène d'action là, de moto là, dans un des films de James Bond là, de 1997, là, Demain ne meurt jamais, qui était quand même assez spectaculaire, mais elle est quand même assez spectaculaire là, toute la séquence là, dans le film aujourd'hui. C'est quelque chose de différent, puis c'est ça qu'il faut aussi. Il faut que quand même, des fois, on peut ramener des choses, puis au moins essayer là, de faire là, des différences, parce que les courses de moto, ça a été vu là, vraiment souvent, là, puis on va en avoir là, plus tard même dans la franchise. Mais c'est ça, fait que toute la séquence de moto, avec la musique là, de Hans Zimmer en arrière là, qui nous fait une version là, assez hard rock là, de la tune de Mission Impossible. Je trouve ça plate que, dans le fond, j'ai peut-être eu une jalousie un petit peu à l'époque, quand même que j'étais un petit peu plus là, fan de James Bond, qu'on n'a jamais eu vraiment une version hard rock là, de la tune de James Bond. On a toujours eu une version orchestrale, puis James Bond a viré plus dans le côté techno, que les trames sonores, j'ai commencé à les aimer un petit peu moins là, à l'époque. Puis là, ben, le côté là, de la trame sonore là, de Mission Impossible, ben, je trouvais ça le fun là, que puis comme je dis, peut-être un petit peu là, de jalousie que cette franchise-là avait le droit là, d'avoir une version plus intéressante de leur tune principale. Puis c'était peut-être même une chose que j'espérais là, avec Daniel Craig. Je pense que ça aurait fité avec une version plus un côté là, hard rock là, avec des instruments là, des guitares électriques, des affaires de même, là, je pense que ça aurait fité bien un petit peu là, dans l'univers là, avec Daniel Craig un peu plus tard, mais en tout cas. C'est ça, fait que il y a des choses là, que c'est poussé un peu là, il se ramasse avec sur sa roue avant puis garder en équilibre. Je sais pas si c'est vraiment faisable là, avec une vraie moto. J'imagine qu'avec une moto modifiée, c'est possible là, parce qu'on le voit à l'écran. Mais c'est ça, en tout cas, en tant que tel, là, c'est pas Tom qui fait la plupart là, de toutes les cascades là, à cette partie-là du film. Peut-être quelque chose qui va changer un peu plus tard là, dans la franchise, là, mais à cette partie-là, Monsieur Wu, en tout cas dans le commentaire, là, il fait aucune allusion que c'est Tom qui est là sur les motos. Peut-être que ça aurait été bon d'avoir Sean Ambrose exécuter une couple de cascades, pas l'acteur en tant que tel, là, mais montrer que lui il est beaucoup assez solide aussi en moto, pour essayer là, de craquer là, dans le fond la confrontation un peu plus tard, pour montrer aussi qu'il y a quand même que c'est un ego à Tom Cruise, puis c'est quelque chose là, que je trouve qu'on va il va poursuivre Tom Cruise. Tom Cruise va réussir à esquiver des voitures, puis en tout cas réussir à tuer
tuer toute l'équipe là, de Sean Ambrose. Dans le fond, il y a des explosions pour rien. Il y a toute son équipe, là, il y en a genre 4 dans une voiture qui vont rentrer dans d'autres voitures, puis ça va partir en explosion partout. Là. C'est un petit peu n'importe quoi, mais dans le fond, là, on est comme en train là, de laisser aller là, toute la vapeur là, pour la fin là, du film, là, puis on laisse. C'est vraiment tout un spectacle. Là. Puis, honnêtement, là, j'aime tout ça. Là, jusqu'à la fin du film, là, je suis embarqué là, à 100%. C'est un petit peu, je trouve que le pire le plus ridicule là-dedans. Là, puis, je pense que c'est quasiment ça que ça nous dit. Vous avez vu des choses ridicules avec la moto sur une roue, la roue avant. Ben, je vais vous montrer encore quelque chose de plus ridicule. Tant qu'être ridicule, on va être ridicule. Il y a Tom qui arrive et qui est en train là, d'essayer là, de tirer après Sean Ambrose. Puis, dans le fond, il est en train là, de tirer là, avec son rétroviseur. Puis, c'est n'importe quoi là, à cette partie-là. Mais c'est ça. À quelque part, c'est exagéré. C'est juste l'action pour mettre de l'action, puis des explosions pour mettre de l'action. Puis c'est ça, à quelque part, là, j'embarque à 100 à l'heure. Fait que les deux vont se ramasser sur une plage là, pour une confrontation finale. Puis, dans le fond, il y a une affaire là, qui est quand même assez. Que Tom a voulu faire ça. Que le couteau qui passe très près là, d'y rentrer dans l'œil. On a tout créé une affaire alentour là, pour être sûr que le couteau ne pouvait pas descendre. C'était peut-être pas un couteau vraiment tout parfait, là, mais on s'entend que ça y rentre quand même dans l'œil, là, peu importe qu'il soit vraiment là, en plastique ou en métal. Dans le fond, là, ça rentre à vraiment là, quelques millimètres là, de son œil. Je veux dire, cette scène-là, là, elle me pogne à chaque fois, là, comment que, dans le fond, là, il a vraiment joué avec le feu, mais c'est ça, à quelque part, c'était bien attaché, puis ça bougeait pas là, de là, puis c'est vraiment assez quand même le fait qu'il l'a fait, je pense que ça montre comment que Tom Cruise est quand même assez dédié là, à son personnage. Sinon, ben le réalisateur John Woo a commencé là, en 1971, en même temps là, que le film là, The Big Boss qui mettait en vedette Bruce Lee, puis il avait été bien impressionné là, par ce film-là à l'époque. Puis dans le fond, c'est à partir de là où dans le fond, là, ça l'avait influencé beaucoup là, pour ses films qu'il a fait à Hong Kong. Puis c'est ça, dans le fond, ça le faisait un amateur là, de Bruce Lee. Puis en même temps, ben, Tom Cruise était un fan de films de Bruce Lee. Fait que c'est là où, dans le fond, on va voir là, des passes assez Bruce Lee-esque de Tom Cruise. En même temps, je trouve que sur la plage, il y a des plans de Tom Cruise et de Ray Scott qui sont assez étranges. Ils sont bizarrement filmés. Il me semble que ça apparaît un peu des fois d'un film amateur là, pour certains plans. Mais sinon, peut-être un peu, là, c'est méchant ce que je vais dire, mais peut-être le fait de voir Tom Cruise se faire ramasser là, pour un bon bout là, dans cette bagarre-là, peut-être que j'aime ça aussi. Mais c'est ça, éventuellement, ben, ça finit comme pas mal tous les films là, de ce genre-là, les films d'action. Ben, on pense que le méchant il est mort, mais finalement, ben, la seule manière de le tuer, là, c'est d'une balle. Puis je trouve ça complètement ridicule. Il tombe, puis il se pète la tête là, sur une roche, le personnage là, de Sean Ambrose. Puis finalement, ben, il est pas mort, puis tout simplement, là, il faut que Tom le tire d'un fusil qui était à ses pieds, caché dans le sable. C'est n'importe quoi, mais il faut que ça finisse de même. Puis je comprends que ça aurait été un petit peu vraiment là. Vraiment drame peut-être là, qui finisse avec qui s'est cassé la tête là, mais en tout cas je trouve ça un petit peu exagéré puis un petit peu vraiment trop cliché que finalement ben, il faut vraiment en finir avec un fusil là. Fait que évidemment, ben, pendant tout ce temps-là, ils avaient comme perdu là, l'ordinateur là, pour pouvoir savoir où ce que Naya était. Puis là, ben, dans le fond, le temps que je pense que c'est le satellite dans le fond là, qui revient en fonction, puis là, il réussit à pointer où ce que Naya allait. Puis, dans le fond, là, ben, pendant ce temps-là, là, ben, Luther et Baird vont réussir à aller chercher Naya, puis elle, que dans le fond, était sur le point là, de se tirer à l'eau.
pour finalement détruire le virus. Puis elle, dans le fond, elle ne voulait pas se voir dépérir parce que c'est ça, après 20 heures, dans le fond, il n'y a pas de moyen là, de réussir à se sauver. Puis c'est la mort certaine. Fait que, bien sûr, tout arrive, puis il n'y a pas de problème. T'sais, on ne voit même pas dépérir à rien du tout. Là, elle est juste sur le point là, de juste se suicider, dans le fond. Quelque part, il n'y a absolument aucune manifestation là, de le virus qu'il y a en elle. Fait que, à part que peut-être qu'elle a ralenti un peu, elle se sent un petit peu tout étourdie, c'est peut-être un peu ça. Mais comment que quelqu'un, si mettons la chimère est envoyée là, dans le grand public, comment que le monde fait pour savoir qu'ils l'ont? Là? C'est peut-être comme j'ai dit un peu plus tôt, qu'en bout de ligne, il veut comme vacciner tout le monde, que tout le monde a l'antivirus. Je sais pas si on peut dire antivirus, là, c'est pas juste dans un ordinateur, ça, un antivirus, là, mais en tout cas, je dis antivirus ou vaccin depuis tantôt, là, mais en tout cas, peut-être que c'est ça un peu l'idée là-dedans, mais je pense que c'est pas vraiment important rendu là. C'était plus un peu le fait là, de voir un peu plus film d'action, puis essayer là, qu'à la fin, qu'on veuille pas que Naya meure, là, en tout cas, on est supposé embarquer dans cette histoire-là. Fait que supposément que, d'après ce qu'on peut comprendre, là, il y a une petite rencontre entre Ethan et le commandeur là, Swanbeck, joué par Anthony Hopkins, qu'on peut comprendre qu'ils ont détruit le virus et le vaccin là, de chimère et le bellérophon. Puis que, dans le fond, il n'y a pas de problème avec ça. Dans le fond, la mission à Tom, c'était de récupérer les deux. Mais, en tout cas, il les a détruits. Puis, il n'y a pas de problème de ça. Quelque part, il n'a pas vraiment complété sa mission. Mais ça ne dérange pas le commandeur Swanbeck. On sait aussi là, que, dans le fond, le dossier criminel là, que Naya elle avait, dans le fond, là, qu'il a été tout purgé là, de ses crimes. Je sais pas, ça devait juste être des vols, là, mais en tout cas. Je vais pas retourner là-dessus. Fait que bien sûr, les deux personnages se rencontrent pour supposément là, peut-être vivre heureux ensemble pour un futur. Puis c'est ça, dans le fond, là, le générique qui part avec la tune de Mission Impossible, là, encore interprétée là, par Hans Zimmer. Puis on a la tune de générique là, interprétée par Metallica. J'en parlais tantôt, dans le fond, là, de la chanson que je l'ai même rachetée là, en simple 2 fois, dans le fond. Puis en plus de l'avoir sur la trame sonore, j'adore cette chanson-là. C'est probablement une de mes top 10 chansons là, de Metallica. Là. Je trouve que c'est vraiment solide. C'est sûr, c'est très commercial, mais Metallica est commercial depuis pas mal plusieurs années avant ça. Puis j'aime Metallica dans pas mal toutes ces phases, là, à part la dernière phase, là, ce qui est passé après, il y a des hauts et des bas, mais je suis pas là pour parler de Metallica. Mais cette chanson-là, de I Disappear, là, c'est vraiment, comme peut-être là, pour moi, là, la dernière vraiment bonne chanson là, de Metallica. Alors, en conclusion, c'est dur d'apprécier un film puis de pouvoir dire que endosser un film là, que l'acteur principal qu'on voit pas mal à 94% du film, qu'on peut vraiment soutenir ce film-là. Il y a des fois que justement, je pense que c'est une question de nostalgie que j'ai endossé ce film-là quand même comme étant un des meilleurs, mais honnêtement, en me rendant à l'évidence, c'est sûr que tu sais, avec toute l'histoire d'amour forcé, que dans le fond, on a de la misère à embarquer à cause d'un des côtés. Puis c'est pas à cause nécessairement de Tom Cruise que l'histoire d'amour marche pas. C'est une point de vue script, ça ne marche pas. Tout d'un coup, c'est trop rapide. Il faudrait avoir un petit peu plus d'élaboration là-dessus. Peut-être que le film de version en 3h30, peut-être que on aurait plus le temps là, d'embarquer là, dans cette histoire-là. Malheureusement, on n'a pas un film de 3h30, on a un film de 2h. Je pourrais pas dire par contre que si maintenant je verrais la version de 3h30 pour mieux embarquer là, dans les personnages, puis plus comprendre peut-être là, leur amour, peut-être que j'aimerais ça l'avoir là, pour cette raison-là. Mais honnêtement, je pense pas que ça va me changer vraiment là, qu'est-ce que je pense sur le film au bilan total. En même temps, c'est ça, c'est le problème, c'est le script qui dit juste qu'ils ont 2 jours. Il
il faut comprendre que ça soit peut-être une ancienne flamme, qu'il y a quelque chose un peu, quelque chose là, qui peut les soutenir, les personnages, que dans le fond, là, c'est pas juste un flirt, c'est pas juste un coup de foudre, là, que dans le fond, là, que dans le fond, la semaine après, là, ils voudront même plus se voir là, du tout, là, puis dans le fond, ils ne vont plus rien savoir, puis ça va mal virer. Là. Fait que, pour ce côté-là, là, puis qui est vraiment comme une grosse partie du film, que dans le fond, là, ça se plante, puis ça se plante royalement. Sauf que l'autre côté, on a un film d'action. J'aime beaucoup le style de John Woo. C'est comme peut-être, puis là, c'est rare que je fais ça en sautant le timeline, même si je l'ai fait la semaine passée là, dans ma dans mon bilan là, de fin de podcast, que en bout de ligne, en voyant où ce que la franchise va aller, qu'en même temps, je reviens un petit peu avec l'idée aussi que le film aujourd'hui, comment il est différent, puis qu'il va se différencier de ce qui va se passer par la suite. Ça va peut-être être le film le plus indépendant que dans toute la franchise là, qui va avoir de l'air un petit peu plus straight to DVD. Puis comme je dis des fois, c'est le fun d'avoir un film là, qui est un petit peu plus je sais pas si je peux dire trash, ou en tout cas il y a de l'air plus le côté là, un petit peu moins poli que qu'est-ce qu'on va voir à partir là, de la semaine prochaine, qui fait que j'ai toujours un petit peu de fun quand même à écouter le film d'aujourd'hui. Puis bien sûr, la musique aussi, là, j'embarque énormément là, avec la trame sonore, là, j'en ai parlé là, à quelques reprises. Mais c'est sûr que si je serais pour dire à n'importe qui, est-ce que c'est le film ultime de Mission Impossible, je suis capable de reconnaître que c'est pas un film que je peux endosser pleinement. Honnêtement, là, je vais y aller là, vers le jaune ou rougeâtre. J'ai comme pas le choix. C'est vraiment un film là, qu'il y a sa base en tant que telle. Il aurait fallu avoir une meilleure écriture, une réécriture du script, juste changer un petit peu là, des éléments. Là, vraiment, là, juste pour une question timeline, il y a des choses là, qui pourraient améliorer grandement juste le fini total du produit. Peut-être que dans le fond le couple se forme avant la mission, avant que dans le fond qu'ils doivent rencontrer le personnage là, de Naya, je parle de Tom Cruise, qui doit la rencontrer une fois qu'il y a la mission. Peut-être qu'ils devraient se rencontrer avant, puis que, comme peut-être par qu'ils se connaissent parce que, dans le fond, là, ils font toute partie là, de l'IMF. L'autre côté aussi, il manque peut-être un peu là, de côté là, d'élaborer là, la relation entre Sean Ambrose et Ethan Hunt. On aurait pu faire quelque chose là-dessus aussi. Là, ils sont vraiment placés un contre l'autre, tout simplement. Mais je suis certain qu'il y avait encore de la place là, pour élaborer là-dessus. Probablement que ça se ramasse, que ça a été coupé. Là. Je suis pas mal sûr de ça. Là, à quelque part, là, 1h15, là, ça se coupe pas si facilement que ça. Je comprends que des fois, on a des scènes qui doivent être plus rallongées. Il doit y avoir plusieurs éléments là, qui sont juste à rien. Mais je suis certain qu'il y a probablement des grosses parties d'histoire qui ont été carrément là, abolies là, dans la version de 3h30. Là. C'est une fois et demie le film. Il y a quelque chose qui était qui doit avoir vraiment été coupé. Puis pas juste là, des répliques qui ont essayé d'éditer à la fin des scènes, des affaires de même. Là. C'est certain là, qu'il doit avoir pas mal plus que ça. Mais bon, le film il est ce qu'il est, tout simplement. Là, puis avant qu'on ait une version là, Director Scott de Mission Impossible 2, que je ne pense pas qu'on va avoir un jour. Là. Honnêtement, je pense que on va jamais voir le jour de ça. Je pense que c'est un film là, qu'il va devoir être pris pour qu'est-ce qu'il est, puis pour qu'est-ce qu'il devait être. Puis ça finit sur un jaune rougeâtre. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va revenir avec le film de Mission Impossible 3 qui est sorti, je crois, en 2006, qui est réalisé par J.J. Abrams et qui ne mettra pas en vedette la femme de la vie à Ethan Hunt, Thandie Newton. Dans le fond, on va trouver un autre personnage, tout ça. Du coup, on va tout mélanger les cartes. On va parler de ça la semaine prochaine. Puis peut-être aussi pourquoi que ça va avoir pris 6 ans pour avoir un nouveau film de Mission Impossible. Parce que le film d'aujourd'hui, dans le fond, là, ça va être le film dans le fond là, qui va avoir fait encore beaucoup plus là, que le film original. Ça va être le film le plus rentable là, de l'année 2000.
Dans le fond, là, ça va être un méga succès. Là, il y a probablement aussi beaucoup de marketing alentour là, qui va avoir aidé beaucoup là, au succès du film d'aujourd'hui, mais ça va quand même prendre 6 ans avant de retrouver là, Ethan Hunt à l'écran. Alors, entre-temps, là, n'hésitez pas à commenter là, sur la publication d'aujourd'hui, dire qu'est-ce que vous pensez du film d'aujourd'hui et comment que vous le cotez aussi. Mais sinon, ce podcast se détruira dans 2 minutes. This is Ethan Hunt. They're dead. My team is dead! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. I'm infected with Chimera. You know you don't have a choice. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Have you been away so long you've forgotten how good we are? Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Hey, one thing. Rabbit's foot. What is it? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mondays will run out and thousands of innocent people pay the price. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. You never see me very upset. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. En espérant vous voir au prochain épisode. There will always be another lake. There will always be people like us to face him. We've done our part, and we've been cast aside. We can be anyone. This tape will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Jim. Hasta lasagna, don't get any onion.